Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cet épisode spécial de notre série de webinaires éducation. Cédric, toujours à votre service, enseignant, formateur et responsable du pôle pédagogique de BIMP Éducation, groupe LDLC. Alors vous êtes toujours aussi fidèles et nombreux à discuter autour d'un café avec nous et je vous en remercie toujours autant. Et aujourd'hui, nous allons échanger sur les avenirs possibles pour l'éducation et nous allons aussi vous donner la parole. Alors, comme vous le savez peut-être déjà, si vous êtes familier avec nos webinaires, nous aimons nous réunir les mercredis après-midi pour échanger autour de différents thèmes de l'éducation et découvrir ensemble des pratiques pédagogiques innovantes impliquant le plus souvent le numérique. Et dans ce cadre, j'ai le plaisir d'avoir avec moi aujourd'hui un invité très spécial, Jacques Attali. Bonjour. Bonjour monsieur. Un grand merci d'avoir accepté mon invitation. Alors, Jacques Attali, je vous présente en quelques lignes. Vous êtes entre autres écrivain et président de la Fondation Positive Planète, qui, avec ses entités, promeut l'économie positive et soutient depuis 22 ans la création d'entreprises positives, notamment en France, en Afrique et au Moyen-Orient. Vous avez écrit de nombreux livres sur des thèmes aussi vastes et variés que la technologie, l'économie, la géopolitique, les différentes idéologies, et c'est d'éducation que nous allons parler aujourd'hui, faisant ainsi écho à l'un de vos derniers ouvrages, Histoire et avenir de l'éducation, que voici, édité chez Flammarion. Alors, je dois dire que j'ai dévoré votre livre, hein, et moi, ce livre m'a beaucoup appris déjà sur les origines même de l'éducation parce que vous détaillez avec un nombre impressionnant d'informations, chiffrées d'ailleurs, l'origine de l'éducation depuis l'origine de l'humanité. Et ça m'a également inspiré en tant qu'enseignant et formateur sur les scénarios possibles qui nous attendent dans un avenir relativement proche. Et c'est sur ces avenirs possibles que nous allons justement échanger aujourd'hui. Alors, je vous encourage vivement, vous tous qui assistez à cette session, à interagir avec nous. Vous avez à votre disposition un bouton Q&R vous permettant de poser vos questions et vous pouvez également lever votre main pour que nous puissions vous donner la parole. N'hésitez surtout pas, mon collègue Mathieu est là pour vous aider et vous guider tout au long de cette session. Alors, Jacques Attali, déjà, sans plus attendre, hein, peut-être pouvez-vous, dans un premier temps, nous expliquer ce qui vous a poussé à écrire ce livre? Oh, c'est un travail très systématique que j'ai entrepris il y a très longtemps, qui est d'écrire des livres sur l'avenir d'un grand nombre de domaines. J'ai écrit l'histoire de la médecine, de la géopolitique, de la France, du nomadisme, de l'argent, de la propriété, du nomadisme, de la mer, de l'alimentation, des médias. Et il est évident que je ne pouvais pas passer à côté de l'éducation. En réalité, c'est plus un livre sur l'histoire et l'avenir de la transmission, car l'éducation n'est qu'un mode très récent et, à mon avis, qui a vocation à devenir très marginal de la transmission qui a lieu depuis l'Antiquité la plus reculée et aussi dans les espèces animales. Donc, j'essaye de montrer les différentes formes de transmission et de voir quand est apparue l'école comme facteur de transmission, qu'est-ce qu'elle est aujourd'hui et qu'est-ce qu'elle sera demain, et quels seront les autres moyens de transmission. Oui, d'ailleurs, vous soulignez beaucoup le fait que la transmission s'est souvent faite en dehors de l'école. C'est pratiquement toujours fait en dehors de l'école, Mm. sauf à partir du milieu du 19e siècle jusqu'à très récemment. Et aujourd'hui, de nouveau, elle échappe à l'école, comme si l'école n'avait été qu'une brève parenthèse dans l'histoire de la transmission. Ouais, tout à fait. Alors, comme je le disais, n'hésitez pas, si vous avez des questions, c'est le moment de les poser aussi, hein. Vous pouvez interagir avec Jacques Attali. Euh, alors, moi, j'en ai peut-être quelques-unes en attendant que les questions arrivent. Euh, Aujourd'hui, on le voit avec, par exemple, en France, avec les filières de bac, filière générale, filière technologique, filière pro. Est-ce que vous pensez qu'on en est encore à un clivage entre les arts mécaniques ou serviles tels qu'ils étaient décrits et les arts libéraux comme avait proposé Jos Klichtov en 1520? C'est plus ancien encore que ça, puisque cette distinction date du monde grec et elle était même utilisée dans le monde égyptien et dans le monde chinois. Mais aujourd'hui, il y a comme d'ailleurs une tendance c'était vrai aussi avant, mais aujourd'hui, il y a une très très grande diversité des compétences, des connaissances, et comme d'ailleurs depuis très longtemps,
la formation doit avoir lieu tout au long de la vie parce que les connaissances changent, c'est pas récent. Les métiers qui existaient en 1950 n'ont rien à voir avec les métiers qui existent aujourd'hui. Donc, c'est pas nouveau de devoir se former en permanence. Et donc, euh, la mutation est telle que il faut avoir des compétences à la fois techniques, technologiques, théoriques, et aussi des compétences de pratique, c'est-à-dire l'apprentissage du travail en équipe, euh, l'apprentissage des règles fondamentales de l'expression, de toutes choses qu'on sait, mais qui sont aujourd'hui de plus en plus nécessaires, et dans lequel la division en silos de l'enseignement, qui correspond à l'école telle qu'elle était auparavant, c'est-à-dire une école qui mimait l'usine, car c'est une des découvertes que j'ai fait en travaillant sur l'éducation. L'école ressemble toujours au mode d'organisation du travail. Quand le travail était dans les champs, l'école ressemblait ou dans les ateliers, l'école ressemblait au désordre de l'atelier avec les élèves qui parlaient séparément au maître, une absence totale de discipline, chacun dans son coin, comme était l'atelier de l'artisan. Puis quand on est passé au travail à la chaîne, l'école est devenue aussi un lieu, même si ça peut paraître polémique de dire ça, de travail à la chaîne. On passe d'une année à l'autre, comme une voiture passe d'un poste de travail à un autre dans sa section de cellule de fabrication. Et aujourd'hui, on est en train de sortir tant du travail à la chaîne pour une large partie de la formation, de la production industrielle, que dans la formation, on est en train de sortir du modèle de l'école pour mêler, on en parlera peut-être tout à l'heure, dans les formes de pointe, l'école avec les autres formes de transmission qui sont la famille, le périscolaire, les réseaux sociaux, Internet et bien d'autres modes d'acquisition des connaissances tout au long de la vie. Mmh. Et d'ailleurs, ouais, dans ce bouleversement justement de la transmission, vous parlez et vous imaginez des classes sans niveau. C'est aussi, ce qu'on entend et enfin, ce qui est tenté, dans certains établissements. Hem, Comment on pourrait imaginer justement, des classes sans niveau? Comment vous le concevez, en termes d'organisation, toute simple, comment vous l'imaginez? Non, mais je fais un peu le bilan de ce qui existe. Évidemment, on ne peut pas mettre des gens de 18 ans avec des enfants de 6 ans, ce n'est pas le sens. Mmh. Mais élargir les niveaux et créer des Mmh. conditions d'une beaucoup plus grande flexibilité dans les modes d'apprentissage, ça me paraît essentiel. Cependant, les réformes les plus importantes, c'est d'abord qu'il va falloir apprendre tout au long de la vie et donc avoir des allers et des retours permanents. Et il n'est pas normal que l'école ou l'université ne soit pas un lieu de formation permanente. Pas de raison que les écoles ne servent pas après 18 heures, comme les universités, à former les adultes. Deuxièmement, une grande partie des formations vont passer par l'extérieur de l'école. C'est déjà le cas, évidemment, avec Internet et les réseaux sociaux et bien d'autres moyens qui vont apparaître, en particulier par la formation, par les jeux vidéo, donc, et par les hologrammes et tout ce qui va venir encore plus, dont je parle dans mon livre. Donc, Mmh. il y a beaucoup de choses qui vont surgir, sans compter un enjeu qui est très important, moins en France qu'ailleurs, mais enfin quand même aussi en France, qui est l'extraordinaire inégalité de l'accès au savoir. En France, ça s'est même aggravé. La Mmh. nécessité de faire en sorte que tous les enfants aient le même potentiel d'avenir, ce qui est très loin d'être le cas, car un enfant de classe supérieure a toutes les probabilités d'arriver à maintenir son niveau social, tandis qu'un enfant issu d'un milieu populaire a de moins de chances qu'il y a 50 ans en France d'arriver dans les milieux les plus avancés, quels que soient ses dons et sa volonté de travail. Ça, ce sont des grands problématiques qu'il faut garder à l'esprit, plus le Mmh. fait que l'enseignement représente une part de la production nationale croissante, puisque le PIB augmente avec sa productivité. Or, la productivité de l'éducation est constante, elle n'augmente pas, il faut toujours le même nombre d'heures pour apprendre une langue. Et donc, la part
de l'éducation dans le PIB a vocation à augmenter, et si elle n'augmente pas, c'est la qualité de l'éducation qui s'en ressent. Donc on a de gros risques maintenant sur le maintien du niveau de l'éducation, sinon son amélioration. C'est ça qui explique d'ailleurs pourquoi, en France en particulier, le niveau de rémunération des enseignants et moyens à leur disposition n'augmente pas. Et c'est particulièrement vrai dans les pays du Sud, en particulier en Afrique, en Inde, au Mexique et dans beaucoup de pays du pays du Sud, y compris d'ailleurs la Chine, où l'enseignement n'est pratiquement plus dispensé puisqu'il y a 100 élèves par classe et des maîtres qui ne sont absolument pas formés. Donc voilà ce que j'appelle la mise en place d'une barbarie de l'ignorance qui existe marginalement aussi dans les pays développés et qui laisse la place à toutes les formes de dérive. Est-ce que vous pensez, je surveille s'il y a des questions de nos spectateurs également. N'hésitez pas hein, à poser vos questions. Là, je n'en vois pas encore, mais vraiment, n'hésitez pas, ça peut animer la discussion. Euh, Est-ce que vous pensez qu'il y a un calcul derrière ça? C'est-à-dire, enfin, est-ce qu'il y a un intérêt politique à ne pas miser plus sur l'éducation? On peut pas voir du conspirationnisme partout, mais il est clair que les priorités ne sont pas toujours celles qu'il faudrait. Moi, je dis qu'il faudrait euh, sortir des priorités qui sont celles de l'économie de la mort, c'est-à-dire tout ce qui concerne les secteurs liés de près ou de loin à l'énergie fossile et de près ou de loin à l'alimentation artificielle, qui, lorsqu'on regarde l'ensemble, constitue aujourd'hui à peu près, euh, euh, à peu près 55 à 60% du PIB, alors que si on met ensemble santé, éducation, démocratie, culture, sécurité, énergie renouvelable, eau, recyclage, finances nécessaires au fonctionnement de tout cela, commerce, on n'arrive pas à 40% du PIB. Donc, et la clé de l'avenir, c'est de passer ces 40 à 60, à 70%. Hmm. Je vois qu'il y a une question de Laurent. Merci Laurent. Donc, alors, pourquoi et comment êtes-vous arrivé à la conclusion que la transmission va quitter l'école? Je ne dis pas qu'elle va quitter l'école, et je dis qu'elle va de plus en plus se faire aussi ailleurs et qu'elle Mhm. va en partie quitter l'école. Pourquoi est-ce qu'elle se fait en partie ailleurs? Parce qu'on voit monter la part du périscolaire, en plus de l'école. Le périscolaire occupe pratiquement le même temps que l'école. Si on compte dans le périscolaire le transport scolaire et la cantine, qui sont Mhm. des lieux où les enfants sont avec des adultes et qui ont des choses à leur transmettre, en particulier à la cantine. Et d'autre part, on voit apparaître un temps passé sur les réseaux sociaux et sur Internet plus généralement, Mhm. qui occupe une part croissante de la vie, plus les jeux vidéo, qui fait que dans certains pays, on en est déjà sur Internet, à passer plus de temps par jour sur Internet que à l'école. Euh, Mhm. J'ajoute à cela que l'école elle-même euh, euh, envoie, et c'est relativement utile, de plus en plus d'enfants hors de l'école pour Mhm. des activités euh, dans l'entreprise ou dans des lieux extérieurs à l'école. Donc l'école va représenter une part décroissante du temps de transmission. Je n'ai pas cité un élément de la transmission qui reste évidemment essentiel et qui le sera toujours, en tout cas on peut le penser, en tout cas très longtemps, qui est la famille Oui. et l'ensemble du cercle familial qui, amical, et l'ensemble des modes de formation qui sont les amis, le, le, le contexte général de la société dans laquelle on vit, qui est un lieu d'apprentissage évidemment essentiel. Mhm. Mais justement, alors dans ce contexte où on efface petit à petit le cadre scolaire, moi je me posais la question si justement la liberté qu'on laisse aux enfants, comme aux adultes hein, d'ailleurs, puisque l'idée est d'apprendre à toute étape de sa vie, si on laisse cette liberté de s'éduquer
par soi-même, sans cadre scolaire, est-ce que ça ne risque pas aussi de laisser un accès plus facile à ce qu'on appelle enfin, ce que vous appelez la barbarie de l'ignorance, que vous décrivez très clairement, puisque c'est une des inquiétudes aussi. Le fait, par exemple, d'apprendre par le jeu vidéo, c'est quelque chose qui, en Bien sûr, bien éducation, sûr, a bien du mal sûr. à passer. Voilà, Bien donc, sûr, c'est pour ça que je dis qu'il y a deux barbaries qui nous menacent, la barbarie de l'ignorance et la barbarie de l'artefact. L'artefact, c'est lorsqu'on sera, lorsqu'on serait enseigné uniquement par des machines, ou par des robots, ou par des hologrammes, ou lorsqu'on deviendra nous-mêmes un robot en étant euh, mhm, imprégné de connaissances par des biais neurologiques purement mécaniques ou biologiques, n'est pas de la science-fiction improbable, mais qui est en train de devenir. Donc, ces deux barbaries sont là. La barbarie de l'ignorance est plutôt là dans les pays en développement, mais elle existe aussi dans nos pays, puisqu'on voit euh, le niveau dans certains parties du pays et certains milieux qui n'en ont pas les moyens des connaissances de base. Et il y a un vrai risque de déperdition des connaissances d'ensemble, là où l'école a un rôle absolument essentiel à jouer, surtout quand les parents ne sont pas en situation de fournir ce genre d'apprentissage. mhm. Justement, au niveau de la famille, on a quand même un changement important en fait dans la structure de la famille. La famille classique, on va dire, papa, maman, marié à vie, etc., c'est quelque chose qui est en train d'être un peu bousculé aussi. Est-ce que ça aura pas un impact justement dans cette transmission si la Oui, transmission passe aussi fondamentalement? tous les Mm, mécanismes de transmission classiques sont remis en cause. Euh, mm, Avant, l'armée jouait un rôle très important dans la transmission. Dans beaucoup de pays, ce n'est plus le cas. Le travail joue un rôle très important. Ça reste le cas. Le travail reste, même le redevient. Quand l'école recule, c'est le travail qui reprend sa place. Euh, euh, mais en même temps, il y a besoin de connaissances nombreuses, nouvelles tout au long de la vie, dans lesquelles l'école et l'université ont un rôle absolument majeur à jouer. Donc oui, il mm, y a un risque. Euh, il y a pour l'instant deux modèles qui semblent bien fonctionner en termes d'efficacité, même s'ils sont complètement antagoniques. C'est le modèle coréen, fondé sur la mise en concurrence des élèves extrêmement jeunes, leur notation immédiate, et ce qui pousse les enfants et leurs familles à prendre des cours complémentaires jusqu'à 11 heures du soir tous les jours, avec ce que ça représente comme dépenses, donc comme inégalité sociale et comme tension sur le système mental des enfants. oui. Et à l'inverse, avec le même résultat final, euh, le modèle finlandais, où il n'y a pas de notation jusqu'à l'âge de 14 ans, où on travaille en projet dans des petites classes peu nombreuses, où les profs sont considérés et rémunérés comme les médecins et les avocats, qui évidemment fonctionnent avec un très grand succès, euh, où les élèves sont formés sous forme de projet et non pas sous forme de devoir. Euh, mais c'est un tout petit pays et personne ne sait si un tel modèle pourrait être appliqué de façon massive. Mm, C'est intéressant de voir que Singapour, toujours à la pointe des changements, qui a longtemps été fondé sur le modèle coréen, vient de basculer sur le modèle finlandais d'une façon très spectaculaire. mm. Et justement, alors je regarde, je crois qu'il y a, oui, il y a des questions. Alors, oui, voilà, question de Sophie. Merci Sophie. Donc, vous parliez d'un modèle de l'école qui suit et ressemble au modèle de travail. Compte tenu de la digitalisation du monde du travail, comment voyez-vous le rôle et les enjeux du digital au sein même de l'école? Oui, c'est pour ça que je parle dans mon livre, j'essaie de l'expliquer d'une perspective d'école hybride, c'est-à-dire une école où on ira 2 ou 3 jours par semaine, et le reste du temps on sera à la maison ou ailleurs, dans d'autres lieux, et où on suivra des cours à distance, comme on le fait quand on travaille à distance. Alors ça pose la question de savoir, comme pour le travail à distance, si on a à la maison les moyens de s'isoler pour travailler, etc. C'est les mêmes Mm, questions.
qui sont recréateurs d'inégalités, mais on va vers ça. On va vers, en particulier en Afrique et dans les pays en développement, ce sera un formidable outil, puisqu'on n'a pas les moyens de former autant de maîtres que nécessaire, puisque la population non seulement est énorme, mais elle est en train de grandir à vitesse considérable. Et donc, on aura ce qu'on appelle la classe inversée, c'est-à-dire les cours donnés sur Internet et les enseignants n'étant là que pour faire des révisions, des exercices, des contrôles. Ce qui suppose d'ailleurs des enseignants remarquablement formés, mais d'une nature de compétences différente de celle qu'on a aujourd'hui. Donc le numérique joue un rôle très important, il va jouer de plus en plus. D'ailleurs, on peut penser que le secteur de l'éducation va devenir un secteur de la tech. On parle d'ailleurs de EdTech aujourd'hui, comme on parle de FinTech ou de HealthTech. Et on voit apparaître des entreprises dans ces domaines qui sont aujourd'hui très importantes, non seulement des entreprises d'école privée, mais des entreprises de technologie, parfois même en détournant les réseaux sociaux. Il y a sur TikTok des cours donnés par des élèves à leur père, Pierre, sous forme de pédagogie d'un théorème en 2 minutes sur TikTok, ce qui marche très bien, puisqu'il y a même plusieurs entreprises françaises qui sont créées sur ce thème, et avec des succès tout à fait considérables. Donc, on verra apparaître des technologies, des usages des technologies très innovantes dont on n'a aujourd'hui pas encore mesuré l'ampleur. Ouais, effectivement, il y avait même quelques années, on voyait, commencer la Twicté, dictée par Twitter. C'était des initiatives, vraiment innovantes. J'ai d'autres questions justement. Là, je vois qu'il y a plein de questions. Une question de Marie-Adélaïde. Merci Marie-Adélaïde. Pourquoi la France n'encourage-t-elle pas plus la libéralisation de l'école? Les écoles qui se créent sont par défaut marginalisées avec leur statut hors contrat, alors même qu'elles sont souvent plus inclusives, plus centrées sur l'élève et plus innovantes. La réforme du bac, avec la non-reconnaissance du contrôle continu, renforce encore cette marginalisation et le statu quo actuel. Ce statut de hors contrat est une exception française qui paraît périmée et qui ne permet pas d'évoluer. Qu'en pensez-vous? Ah, je suis un très grand défenseur de la laïcité française. La laïcité française suppose que tous les élèves aient accès au même enseignement. Nous ne sommes pas fondés sur le modèle des Américains ou des Anglais où chacun peut s'enseigner dans sa langue et ce qu'il veut. Je considère que ce serait une rupture de l'identité nationale et de l'égalité nationale. Nous avons assez de causes d'inégalité et de lutte et de l'insuffisance de la mobilité sociale pour ne pas en rajouter. Maintenant, c'est là où c'est équilibré. Il faut un maximum d'initiatives, évidemment, parce que les initiatives sont laissées. Les écoles hors contrat peuvent être utiles dans ce domaine, mais il faut quand même vérifier en permanence qu'elles ne sont pas des lieux d'enseignement sectaire Mm. ou autre, ce qui arrive malheureusement fréquemment. Mm. Mais c'est vrai qu'on peut comprendre la frustration de certains responsables d'écoles qui souhaitent justement apporter une pédagogie plus inclusive, plus innovante, et qui parfois n'ont pas les moyens. Je peux comprendre aussi ce point de vue. Merci Marie-Adélaïde pour la question. J'ai une autre question de Charles. Est-ce que vous avez pris en compte l'arrivée de l'IA, donc l'intelligence artificielle, dans votre livre? Et quelle est votre vision de cette nouvelle arrivée pour la transmission de connaissances qui sera encore différente qu'avec l'arrivée d'Internet? L'IA n'est qu'une des dimensions d'Internet. L'IA, ça s'appelait machine learning, ça s'appelait deep learning, ça existe depuis presque 20 ans maintenant. Et la prise en compte de l'IA, elle est là, en particulier dans les pays qui ont beaucoup de moyens d'analyse et qui analysent les données pour en faire et vont chercher des solutions. Et d'ailleurs, la façon dont les machines apprennent est aussi une façon de réfléchir à la façon dont les humains apprennent. Donc, l'apprentissage des machines, le deep learning, nous enseigne aussi sur la bonne façon d'apprendre par essai et erreur des humains. Donc, je pense qu'il y a là un vrai potentiel considérable. On le voit dès aujourd'hui, puisqu'il y a une expérience
pas, pas aussi précise que celle que je vais dire, mais qui est pratiquement en place, où on envoie à un grand nombre d'élèves un exercice, ils sont notés en direct, les résultats sont collectés en direct, et avec un certain nombre de paramètres, on essaie de voir quelle est la meilleure pédagogie pour enseigner cet exercice ou ce théorème, et on l'adapte Mmh. en direct. Donc, il y a des possibilités, mais en particulier en Chine, mais aussi dans certains pays développés, où on fait du essai-erreur en direct pour découvrir les bonnes méthodes pédagogiques. Et de ce point Mmh. de vue, l'intelligence artificielle va jouer un rôle très important. Elle pourrait même aller plus loin et servir de prédictibilité. On pourrait être tenté de remplacer un jour Parcoursup par de l'intelligence artificielle qui dira à un enfant à l'âge de 15 ans, mais peut-être aussi à l'âge de 3 ans, en fonction de votre milieu social, du nombre de mots que vous avez appris il y a 2 ans, Mmh. voilà le métier que vous pourrez faire et voilà les seuls métiers que vous êtes autorisé à faire. Mmh. Ça peut devenir inquiétant là. Ça l'est déjà. Ouais. Mmh. Justement, il y a une question de Laurent, puisqu'on parle justement du futur et je vois aussi l'horloge qui tourne. Dans combien de temps estimez-vous, que, ces changements, vont s'opérer? Donc, ce dont vous parlez sur, déjà, vous avez parlé des hologrammes, par exemple, on peut peut-être revenir sur ça, et d'autres, nouveautés. Vous aviez, sous-entendu, j'imagine, Neuralink aussi, le projet d'Elon Tout ça, Musk, et plein d'autres tout choses. ça est dans mon livre et ça fait longtemps que je le prévois. Mmh. C'est très, pour moi, c'est assez facile de prévoir ce qui va venir et je me trompe pas trop souvent. Par contre, je me trompe assez souvent sur le temps nécessaire pour sa généralisation. Mmh. En général, je crois que certaines choses vont très vite quand elles sont lentes, et je crois que certaines choses sont lentes quand elles passent plus vite. Je pense que les changements purement technologiques vont très vite, mais que ce qui suggère, ce qui suppose des changements de mentalité va plus lentement qu'on peut le prévoir. Oui. Bah, ça on le voit beaucoup même dans notre métier, hein, dans notre cœur de métier quand on doit, former, dans le milieu éducatif. La technologie est là, les moyens sont là, mais effectivement, il y a ce changement de posture qui se fait pas forcément et qui est l'une de nos plus grosses difficultés. Ça c'est là je le confirme totalement. Je regardais s'il y avait d'autres questions, sur le chat. Justement, alors à un moment, vous avez parlé d'évaluation aussi. C'est intéressant cette notion d'évaluation et vous avez parlé aussi de la Finlande, avec, justement l'apprentissage plutôt par projet que par, les 4 bases que vous avez, clairement identifiées, qui sont de imiter, répéter, si je me trompe pas, contrôler et Sanctionner. sanctionner. Voilà, Mmh. c'est ça. Est-ce que, justement, enfin, comment peut-on faire sans évaluer? Parce que c'est vrai que l'humain, par sa nature, a tendance à comparer. Comment on peut imaginer, une éducation sans évaluation? C'est pas possible. Et Mmh. ça fait 3000 ans ou 4000 ans qu'on enseigne, plus de 3000 ans ou 4000 ans qu'on sait qu'il faut, beaucoup travailler, beaucoup apprendre, beaucoup répéter. Et donc on peut penser qu'on éliminera la sanction, mais pas la répétition Mmh. Oui, ça et reste pas l'évaluation. ouais. Et oui, il y a toujours cette notion d'évaluation qui doit apparaître d'une manière ou d'une autre. Alors, je ne sais pas si, nos spectateurs peuvent réagir, s'ils ont déjà expérimenté même peut-être, de ne pas évaluer. Mais même quand on parle de compétences, effectivement, on reste, au final sur une évaluation. On le voit bien, sur les notes de brevet, par exemple. On a beau mettre toutes les compétences qu'on veut avec des couleurs, ça se termine en notes, au final, en plus. Ensuite, c'est vrai que il y a le sens du mot évaluation qui peut être différent. C'est-à-dire, vraiment évaluation au sens donner la valeur de quelque chose et ça peut être la valeur du travail plus que la valeur d'un résultat, en fait. C'est là où, le travail, l'évaluation, le projet collectif, de la façon dont chacun participe au projet collectif est aussi tout à fait essentiel. Mmh. Pour Ouais. participer à un projet collectif de façon utile, il faut à la fois être altruiste, empathique, mais aussi il faut savoir des choses pour pouvoir contribuer. Mmh. Effectivement. Effectivement, il y a cette notion de partage qui reste, importante et justement,
cette intelligence Enfin, encore collective, une fois, oui. pour partager, il faut avoir quelque chose à apporter. Donc, il faut savoir, faut avoir Mmh. appris. Mmh. Ouais, effectivement. Et d'ailleurs, vous décrivez un modèle d'humanité. Vous pensez que nous deviendrions un jour des Homo hyper sapiens. Est-ce que vous pouvez brièvement décrire ce que vous entendez Oui, par ça, là c'est presque de la science-fiction. C'est-à-dire, je pense qu'à Mmh, partir du moment où 7 à 8 milliards de personnes auraient accès à tous les savoirs par le biais des technologies disponibles, qu'elles mettraient ces savoirs en réseau et qu'elles se concentreraient plus sur les activités de ce que j'appelle l'économie de la vie et pas de l'économie de la mort, on peut imaginer que ce réseau formera un savoir commun absolument extraordinaire, bien plus puissant que le savoir et le cerveau de chaque individu, et que mmh, chaque individu pourra, en puisant dans ce savoir collectif, avoir beaucoup plus de moyens de créer, de faire des ponts. Qu'est-ce que c'est créer? C'est faire des ponts entre des choses auxquelles personne n'a pensé de faire antérieurement. Et donc, je pense que dans une vision un peu irénique de l'avenir, on a la potentialité d'avoir ce que Teilhard de Chardin appelait la noosphère, ce qu'on peut appeler autrement un homo hyper sapiens, c'est-à-dire totalement concentré sur des richesses euh, purement intellectuelles et artistiques. mmh. Par aussi par échange et on va dire, Coopération. oui, c'est ça, et par mise en commun en fait des Voilà. savoirs et des apports de chacun. C'est une belle, enfin, c'est tout ce qu'on souhaite à l'humanité, hein, d'une certaine manière. Et c'est vrai qu'on le voit émerger dans certains projets, mais qui restent encore des micro-projets, même parfois des micro-projets dans une classe, plus qu'à grande échelle, malheureusement d'ailleurs. Absolument. Il y a une question de Mathieu qui revient sur l'évaluation avec une question toute simple en fait. Pourquoi cet intérêt français pour la note? C'est vrai qu'on est très attaché aux notes C'est pas en France. spécialement français, ça fait partie. Il y a deux modèles. Mhm. Il y a le modèle de la notation qui en fait est d'origine chinoise et qui est venu de Chine par les jésuites. Je raconte ça dans mon livre. Mhm. Et euh, qui voulaient prendre leur revanche, plus exactement sentir le vent du boulet avec l'arrivée de l'enseignement protestant qui avait révolutionné l'enseignement scolastique obscurantiste de l'Église antérieurement. Et ce modèle chinois qui a, comme je l'ai dit tout à l'heure, fait florès aujourd'hui encore en Chine, en Corée, au Japon, à Singapour, Mhm. est contredit ou confronté au modèle de l'Europe du Nord, plus fondé sur la coopération. Et ce modèle, justement, d'Europe du Nord, c'est quelque chose vers lequel on pourrait tendre, nous, par exemple, en France? Je pense que oui, mais c'est une question de choix politique. Je pense que oui, Mhm. absolument. Mhm. Très bien. Y a-t-il d'autres questions? N'oubliez pas, vous avez le bouton Q&R si vous souhaitez poser vos questions. Je vois que le temps aussi nous est compté puisque vous devez Dans nous 3 minutes. quitter voilà, dans 3 minutes. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, je pense que on va pouvoir clôturer cette session. Un grand merci, Jacques Attali. Merci, je vous en Merci prie. d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci à toutes et à tous pour votre participation active, pour vos questions. J'imagine que le mieux, c'est d'aller lire le livre de Jacques Attali si vous voulez des réponses plus détaillées justement à toutes ces questions-là. Il l'explique avec force détail. Donc, je vous invite vraiment à aller le lire. C'est l'été, en plus, profitez-en. Je pense que c'est important aussi de prendre un peu de hauteur. C'est vrai que dans les précédents webinaires que l'on a pu vous proposer, euh, on abordait des sujets pédagogiques, didactiques même parfois, et aussi des sujets même parfois très techniques sur un point donné. Mais je pense que c'est important aussi d'essayer d'avoir une vision sur l'avenir et sur l'état des choses aujourd'hui, l'état des lieux. Donc, surtout lorsque on est baigné dans le flot de nos activités quotidiennes. C'était l'objectif de cette session.
Alors, je vous rappelle encore la référence donc du livre de Jacques Attali, Histoire et avenir de l'éducation, au pluriel, et c'est pas un détail, aux éditions Flammarion, que je ne saurais trop vous conseiller une fois de plus, de découvrir au plus vite. Nous nous retrouvons, merci encore Jacques Attali, nous nous retrouvons nous prochainement le 14 juin et avec Louisiana Rupert, qui est enseignante de SVT et qui nous fera découvrir PopLab. PopLab, qui est une plateforme de ressources et de gestion de classe qu'elle utilise quotidiennement avec ses élèves. Un grand merci encore à toutes et à tous pour votre participation. N'oubliez pas que vous pourrez retrouver bien entendu le contenu de ce webinaire et de tous les autres, puisque maintenant on a fait une année scolaire de webinaire, hein, mine de rien. Donc voilà, on a essayé de balayer le maximum de sujets et on va continuer encore et peut-être même par d'autres canaux. Je vous laisse le suspense. Donc, un grand merci à toutes et à tous pour votre participation. Au plaisir de vous retrouver. N'hésitez pas, les mercredis, autour d'un petit café comme d'habitude. Merci. Au revoir à toutes et à tous.